il est parmi ceux en France qui élèvent la voix contre les injustices politiques et médiatiques. La citoyenneté, mon cher Marco, est devenue un délit. Cette nation, si personne s'en occupe, elle va crever en fait. Il est l'un des journalistes les plus suivis sur les réseaux depuis de longues années. J'ai écouté une séquence Furix de Paul Amar qui disait les Français font preuve d'un immense civisme parce qu'au vu du prix de l'essence, il n'y a pas de gilets jaunes dans la rue. Est-ce qu'il veut aujourd'hui que les Français fassent un putsch contre le totalitarisme que les Français subissent ? Tu as une partie de la population, une nouvelle fois, qui se fout littéralement de la situation parce qu'ils considèrent que la politique est un hobby. Alors non, je vous rassure, non, c'est pas un hobby, on vit dans un monde de chaos. Nous sommes dans cette situation parce qu'il y a une partie des Français qui ont décidé finalement de s'autodissoudre de la citoyenneté. Ils n'en ont rien carrément, ils voient bien que leur pouvoir d'achat baisse, ils voient bien que leur liberté diminue. Mais ils te disent qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour revenir sur cette citation, c'est la servitude volontaire. Stéphanie Rist, je t'appelle Stéphanie Ristourne, elle est venue un matin, je ne sais pas quelle chaîne, pour dire vous inquiétez pas, les industriels, de toute façon, ils ont une obligation d'autocontrôle. Alors Stéphanie, on va faire pareil nous pour notre déclaration d'impôt, on va s'autocontrôler. Comme les labos pharmaceutiques, il faut leur faire confiance, ils s'autocontrôlent. C'est beau comme la philanthropie nous échappe. Un État totalitaire efficient serait celui dans lequel le comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là ? Bienvenue sur Nexus. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Vidal. Il est parmi ceux en France qui élèvent la voix contre les injustices politiques et médiatiques. Il est l'un des journalistes et l'un des commentateurs les plus suivis sur les réseaux depuis de longues années. Il est aujourd'hui chroniqueur sur Tocsin. Il a fondé son média Putsch Média. Est-ce qu'il veut aujourd'hui que les Français fassent un putsch contre le totalitarisme que les Français subissent de plus en plus ? C'est ce que nous allons voir avec lui aujourd'hui pour parler de son dernier ouvrage « Un peuple en trop » qu'il vient tout juste de publier sur Putsch. Et avant de commencer et de recevoir notre invité, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à ses lecteurs, grâce à vous tous. Le dernier numéro, toujours sans pub, sans subvention et évidemment sans censure, que vous pouvez retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Et pour sortir des écrans et tous se retrouver pour le premier grand rassemblement de Nexus, le premier festival les 27 et 28 juin prochains, le lien de la billetterie dans la description. Faites vite, les places partent très vite, elles sont bientôt en rupture. Tout de suite, j'ai le plaisir donc de recevoir Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Salut Marco, ça va ? Bah, ça va, ouais. Ça va. Ouais. Ça fait quelques mois qu'on t'avait reçu ici même pour parler de cette actualité foisonnante. Exactement. Ouais. Que tu as à cœur de commenter et que tu dénonces si bien, sans détour. Dans une époque qui s'abat sur nous tous. Je pense qu'il n'y a plus personne qui est vraiment à l'abri du totalitarisme, à part peut-être les ultra-riches. La caste, voilà. La fameuse caste. Ceux qui peuvent aisément faire migrer leur compte bancaire d'un pays à l'autre avec... Sans contrôle Tracfin. Sans contrôle Tracfin. C'est ça, parce qu'il y a un verrou à Bercy apparemment. Il y a un gros verrou. Voilà. Ce fameux verrou de Bercy, c'est vrai, qui permet de ne pas aller regarder là où il faut. Ouais. Pour certaines personnes. Voilà. Et si toi et moi, demain, on s'amène, il s'avère qu'on fraude. Là, par contre, il n'y a pas de verrou de Bercy. Non. La moindre case qui ne sera pas cochée sera violemment réprimée. Je n'en doute pas un seul instant. Et donc, j'imagine que nous tous, et puis ceux qui nous regardent, on fait partie de ce peuple en trop. Voilà, je le rappelle, donc ce livre, Un peuple en trop, très bien trouvé, effectivement. Alors, tu commences l'ouvrage par cette fameuse citation du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Un État totalitaire efficient serait celui dans lequel le comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. Bon, ça rejoint aussi ce que disait la Boétie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là ? Tu sais, moi j'ai toujours un problème avec l'apathie populaire. J'avais écrit là-dessus, j'en parle souvent d'ailleurs, et j'invite aussi pas mal de gens comme toi sur Nexus pour en parler. Cette apathie populaire, c'est la fameuse lettre que j'avais faite aux autruches au tube digestif, qui avait excellemment bien marché. C'est plusieurs milliers d'exemplaires, beaucoup de ventes. Et c'est cette phrase, cette citation d'Aldous Huxley, en fait, est reconnaissable très sincèrement avec cette apathie populaire, c'est-à-dire la servitude volontaire de la Boétie. J'invite tous
nos auditeurs à le lire parce que c'est très intéressant. Et bien entendu, ce peuple en trop, il est en trop parce ça fait trop longtemps qu'il dit rien. Ça fait trop longtemps qu'il est en veilleuse. Ça fait trop longtemps finalement qu'il est silencieux sur la situation du pays. On n'est pas suffisamment, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de Français qui se bougent. Tu vois, ce matin, en préparant cette émission, et je regardais, je faisais ma revue de presse comme tous les matins, tous les jours, toutes les nuits, j'ai envie de te dire, je ne sais plus maintenant, je perds la boule, mon cher Marco. Et j'ai écouté une séquence sur X de Paul Amar. Et Paul Amar, c'est un journaliste très connu et qui est sur Europe 1, qui est d'ailleurs très véhément contre Emmanuel Macron, et qui disait quelque chose d'assez vrai. Il disait les Français font preuve d'un immense civisme parce que, au vu du prix de l'essence, il n'y a pas de gilets jaunes dans la rue. Donc il s'étonnait, lui et d'autres, depuis quelques semaines, qu'il n'y ait aucun Français dans la rue, aucune manifestation, aucun rassemblement, rien du tout, alors que, en venant ici dans les studios, et je te remercie de m'avoir invité, tu vois des prix de l'essence qui sont absolument délirants. 2,3. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, on est bien au-dessus des Gilets jaunes. Je rappelle, €1 de plus. C'était 1,45. Ouais. D'accord, tu vois, 1,45. Et là, on est à 2,20, 2,25, 2,29, 2,30, parfois 2,40. Je fais des lives et il y a des gens de Bretagne qui me disent parfois c'est à 2,40. Et c'est incroyable. Et pour revenir sur cette citation, c'est la servitude volontaire. Tu as une partie de la population, une nouvelle fois, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas comprendre, qui se fout littéralement de la situation parce qu'il considère que la politique est un hobby. Voilà. Et que toi et moi, nous pratiquons un hobby comme eux vont à Basic Fit. Alors non, je vous rassure, non, c'est pas un hobby. On vit dans un monde de chaos en permanence qui nous coûte un peu aussi, qui nous coûte un peu personnellement, et tu le sais si bien que moi. Ouais. Et c'est vrai que j'aime toujours commencer là-dessus parce que cette apathie populaire, nous sommes dans cette situation parce que il y a une partie des Français qui ont décidé de continuer à consommer de moins en moins puisqu'ils sont en train de se faire détruire économiquement, mais ils ont décidé finalement de s'autodissoudre de la citoyenneté. Ils se sont autodissous la citoyenneté. Et ça, c'est une vraie problématique. Parce que, tu vois, ça remet aussi en question toute la question des Gilets jaunes et sur le RIC. Parce que, et je sais que tu reçois Étienne Chouard très régulièrement sur ces questions, de constituants, de tout ça, mais moi, je vis dans un petit village au bord de la mer, près de Montpellier. Je peux t'assurer, cher Marco, que tu as des gens, ils n'en ont rien à carrer, en fait. Non, mais ils n'en ont rien à carrer, mais ils voient bien que leur pouvoir d'achat baisse, ils voient bien que leur liberté diminue. Mais ils te disent, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Ça a été le cas pendant la crise sanitaire. Et tu peux leur donner tous les droits de vote que tu veux, tu peux leur faire tous les référendums que tu veux, tu peux leur faire tous les votes que tu veux, tous les RIC que tu veux, les RIP, mais ils n'en auront rien à faire. Et c'est là qu'on a une problématique. C'est là qu'on a une problématique. Parce que l'idée de démocratie horizontale, en disant, effectivement, il faudrait que le peuple... Et oui, déjà, le peuple a le droit de voter, mais bien entendu, il y a cette mascarade des présidentielles, ça c'est évident. Il y a le référendum qui n'a pas été posé, on le sait, depuis 2005. Mais la réalité, c'est que l'endormissement et l'abrutissement d'une partie de la population, en fait, a permis à ces gens d'aller bien plus loin dans le vote de la souveraineté. Parce que ces gens se sont dissociés de leur citoyenneté. Ils sont devenus des consommateurs. Et là, on a un véritable problème. Parce que le peuple en trop, finalement, qui est le peuple en trop? J'allais te dire. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, ce sont les gens qui sont abonnés, qui reçoivent le magazine Nexus, qui vont venir d'ailleurs à ce formidable festival que je suis heureux. Un plaisir de te recevoir. Et franchement, je suis ravi, je suis impatient. Je vais même amener toute la famille pour te dire. Voilà, la petite confidence, ça va être génial. Et je vous invite bien sûr à prendre vos places parce qu'il y aura plein de copains, ça va être cool. Et je pense vraiment que le peuple en trop, c'est les gens comme nous qui, à un moment donné, on se pose des questions, on se dit c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Et déjà, ces gens sont nos obligés. C'est nous qui les payons. C'est à eux, finalement, de remplir le mandat qui est le leur, qu'on leur a donné, quelles que soient nos sensibilités politiques. Et bien entendu, cette espèce de démission de masse d'une partie de la population a laissé faire ces gens, a laissé faire Macron, a laissé faire Hollande, a laissé faire Sarkozy, a laissé faire Mitterrand, et on les a laissés faire. Et les présidents sont surmis. Ils ont violé la souveraineté française avec la Constitution européenne. Et là aussi, tu vois ce qui est intéressant, ça, ce peuple en trop. Là, ce peuple en trop, il part finalement à 2008. 2008, je rappelle rapidement, 2005, traité constitutionnel, d'accord, 2008, traité de Lisbonne, qui n'est que le reliquat du traité de 2005, qui a été changé à la marge par un fameux groupe Amato, dont était dirigé par Michel Barnier, il faut toujours s'en rappeler. Ils ont changé quelques virgules, et ils ont resservi ça au Congrès de Versailles, droite et gauche réunis, députés, sénateurs. Tout ce beau monde a voté pour l'imposition, finalement, et la confiscation de la démocratie par tous nos représentants, tous nos députés, tous nos sénateurs. Et depuis 2008, je le répète en permanence, mais on aurait dû être 25 millions dans la rue ce jour-là. C'est vrai. Et le peuple en trop, c'est ça. On a mis 10 ans à se réveiller.
2008-2018, les Gilets jaunes. Voilà, parce que ça a été le boomerang de la mondialisation. Si aujourd'hui nous subissons ce que nous subissons, c'est qu'en 2008, la caste politique dans son ensemble, hormis peut-être un ou deux, ont trahi le peuple français. Et maintenant, bien sûr, les conséquences, c'était la dépossession, mais la conséquence aussi, ça a été le déclassement économique. Oui. Parce que c'est le déclassement économique que nous avons subi, parce que nous avons vendu la mondialisation, comme Munk, Attali et d'autres, en disant la mondialisation heureuse, vous allez voir ce que vous allez voir, nous aurons tous le Scénic, nous aurons tous le Labrador, nous aurons tous l'appartement, le petit pavillon banlieue parisienne, ou la petite villa chez moi dans le sud, ou l'appartement qui vous appartiendra, et ça sera formidable. Vous aurez une carte d'électeur, ça s'appellera la carte bleue et jaune, pas Ukraine mais Ikea, c'est génial, et vous voterez avec votre carte bancaire et vous pourrez vous acheter l'étagère Billy, vous pourrez vous acheter le râteau de maraîcher, et ça sera formidable. Vous n'aurez qu'à vous occuper de vous-même, de votre petit moi inconscient, de votre petit plaisir charnel, et puis finalement, vous inquiétez pas, tu t'occupes de rien, j'y m'occupe de tout. À quel moment ça a foiré ce projet ? Ça a foiré, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour faire une société, pour plonger la France dans la mondialisation, déjà il a fallu le non-assentiment du peuple, je viens d'en parler avec 2008, donc le vol sur le référendum. C'est la fin de la démocratie, c'est le viol démocratique par excellence. Si tant est qu'on y était en démocratie, mais alors là c'était vraiment l'anéantissement. De toute façon, on a été enchaînés. C'est le traité constitutionnel, c'est là où la Constitution européenne passe au-dessus de notre Constitution. Donc c'est très simple. Il y a eu Maastricht, il y a eu l'euro, bien sûr, mais on se retrouve vraiment là, enchaîné. Et on s'est retrouvé véritablement dans une volonté, d'une part, d'incarcération manifeste à la mondialisation, car je répète que l'Union européenne n'est que le cheval de Troie de la mondialisation, tenu notamment par des lobbies, grands groupes et autres. On l'a vu pendant l'affaire Covid. C'était le Covid, mais ça c'était autre chose, bien entendu. Et en fait, on s'est dit, tiens, chouette, qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces gens-là ? Mondialisation ? Non, les citoyens, non. Non, c'est sale. Le peuple, c'est sale. Les citoyens, c'est sale. Donc, on va en faire des consommateurs. Parce que le consommateur, lui, c'est plus facile à un moment donné à manœuvrer à coup de fouet un consommateur qu'un citoyen qui a tendance à te poser des questions comme nous le faisons ici, comme tu le fais tous les jours sur Nexus. Et un consommateur, il est individualiste. Il est seul. Bien sûr. En fait, il se dissout littéralement dans la consommation, parce que tu sais que, regarde, c'est le cas de la publicité. Moi, par exemple, je le dis à tous les publicistes qui nous regardent, tous les publicités que je vois, je leur dis, parce que c'est une publicité, je n'achète pas, par principe. Voilà. Quand on commence à essayer de me refourguer un truc au fond de la gorge, manifestement, je vais dire non. Voilà. Donc, avec moi, ne me mettez jamais dans un panel. Vraiment, ça ne sert à rien, parce que je suis l'antithèse absolue du consommateur, parce que j'achète des trucs, bien entendu, mais voilà. Mais par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a ce peuple s'est autodissous parce qu'on a abruti la population. On va abruti par quoi ? Je l'ai déjà dit, par les jeux télévisés. C'est l'arrivée, rappelle-toi, de la Star Academy, 2000. Voilà, ça a été l'arrivée du star system télé-réalité, exactement, venu de la sous-culture américano-américaine des Bilos, voilà. Et puis après, ça a été le temps de la consommation. Vous allez consommer, chers amis. Et c'est à ce moment-là que Et puis aussi à l'école, l'éducation nationale. La fabrique des crétins, comme le dit Jean-Paul Brigelli. Je reprends son titre, Jean-Paul Brigelli, formidable, quelqu'un qui est vraiment très intéressant là-dessus. Donc, tu te rends compte que finalement, ces gens se sont dit, et je crois que c'était d'ailleurs le protocole de Lisbonne, c'est Brigelli qui en parle notamment, ces gens se sont réunis comme ils se réunissent souvent, et ils se sont dit, au sein de l'Union européenne, de toute façon, on a besoin de 10% de cadres et de 90% de factotums. Voilà, au moins c'est réglé, voilà, tout est dit. Et puis finalement, ils ont abruti. Donc en France, on a abruti plus qu'ailleurs, manifestement, ça a été beaucoup plus efficace. Et on a fait, franchement, quand on voit le niveau aujourd'hui, c'est plus que, pas qu'aujourd'hui, depuis un certain temps. Donc là, tu as les deux ferments finalement d'une volonté délibérée, orchestrée, mise en scène, d'abrutir, je le répète, une population. Et ceux qui restaient, parce qu'il y en a toujours qui résistent, il y a toujours celui qui relève la tête, toujours, c'est pareil, et ben c'est le peuple en trop, c'est-à-dire c'est ceux qui se posent des questions, c'est ceux qui posent la question de l'Union européenne, c'est ceux qui posent la question finalement du putsch, économique et mondialiste dans nos politiques nationales, de cette classe politique aussi qui ne travaille que pour ses intérêts personnels, que ce soit par les subventions, que ce soit par les indemnités, que ce soit par le financement des partis au niveau national et au niveau européen. Donc on a une classe politique également de droite et de gauche, de la LFI au RN, qui a littéralement, à un moment donné, laissé tomber et qui ne fait que de la politique pour arriver, à un moment donné, au pouvoir, ou du moins aux marches du pouvoir pour en vivre, parce que le Parlement français et le Parlement européen, ce sont des cache-machines, il ne faut jamais le cacher. Et puis le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, il faut quand même savoir, alors les européistes me tomberont dessus comme à chaque fois, mais je m'en fous, c'est entre 70% et 80% des lois qui passent au Parlement, notamment, sont d'émanation bruxelloise. Voilà, donc c'est comme ça. Donc on se retrouve dans une situation où il reste là, cette
cette masse critique. Alors, il est difficile de la quantifier, bien entendu, mais de ce peuple en trop qui continue à se poser des questions. Et donc, nous subissons le complotisme, le pro-Poutine, l'extrême droite, l'ultra-droite, l'extrême gauche, voilà, les islamophobes, les antisémites et tout. Donc, tout est bon pour se disqualifier un peuple qui se pose des questions. Et c'est en ce sens que j'explique dans ce livre qu'à un moment donné, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, et puis aussi la façon aussi de nous extraire de notre responsabilité et de notre propriété économique, parce que nous sommes quand même, il faut quand même se le dire dans ce pays, est-ce qu'il y a un seul secteur dans ce pays où nous sommes en sécurité ? On n'a aucune sécurité sur rien. Sur absolument rien. On est en insécurité partout. Insécurité bancaire, insécurité économique, insécurité tout court, insécurité alimentaire. D'ailleurs, regarde le scandale des laits infantiles. Hein. On a des enfants en bas âge tous les deux. Il y a 4 nourrissons qui sont morts, notamment à l'affaire Nestlé Waters et d'autres. Et aujourd'hui, à cette heure, moi, j'attends les premières gardes à vue. Les premières condamnations. Les premières condamnations. Il n'y a même pas eu de garde à vue. Donc, par contre, il y a eu des gilets jaunes qui se sont fait attraper pendant les gilets jaunes et qui ont été tout de suite déférés en parquet, etc. Parce qu'il y a des consignes. Sous consigne du parquet, clairement. Voilà. Prison avec sursis, amende faramineuse. Alors là, ça va vite. Hein. Et là, par exemple, tu vois, sur la sécurité alimentaire de Nestlé Waters, c'est un scandale sans nom. Tout a été enterré. Stéphanie Rist, je l'appelle Stéphanie Ristourne, hein, nous a dit, vous inquiétez pas les copains, elle est venue un matin, je ne sais pas quelle chaîne, pour dire, vous inquiétez pas, les industriels, de toute façon, ils ont une obligation d'autocontrôle. Alors Stéphanie, on va faire pareil nous pour notre déclaration d'impôt, on va s'auto-contrôler. Ah, ça me va. D'ailleurs, c'est un sujet que je voulais te... Non, mais on va s'auto-contrôler, on en parlera après. Mais voilà, et c'est pour ça que... C'est comme les labos pharmaceutiques. Il faut leur faire confiance, ils s'auto-contrôlent. Ils s'auto-contrôlent. Et ils forment même les médecins c'est eux même qui forment les médecins, qui font leurs propres études sur les propres produits qui sortent. Non, mais c'est génial, on vit dans un pays formidable. C'est absolument... C'est beau comme la philanthropie nous échappe. C'est vrai. La philanthropie nous échappe. Peut-être qu'on voit le mal partout. On est bêtes, en fait. Vraiment, on est vraiment des complotistes de premier ordre. Et c'est vrai que le peuple en trop, c'est cette partie de la population qui se pose des questions. Et heureusement, et le Secret Sport a quand même quelques analyses qui sont appuyées sur le terrain et qui sont étayées avec le terrain, où il y a quand même de plus en plus de monde tout de même qui se pose des questions. Et c'est vrai que je le redis en permanence, et tu le sais aussi, pendant le Covid, ça a fait basculer quand même pas mal de monde. Il y a des gens quand même qui se sont vraiment posé des questions à ce moment-là. D'ailleurs, Karine Dubernay, qu'on a reçue, et qui est super, et je vous invite à la suivre, Karine Dubernay, qui te dit, moi avant, j'étais la sage petite fille avant le Covid, je faisais tout ce qu'on me disait. Elle le dit, je ne trahis pas sa pensée, elle l'a dit publiquement, elle l'avait dit un peu partout. Et au Covid, elle s'est rendue compte qu'il y avait un petit truc qui posait problème. Donc c'est typiquement ce genre d'analyse qui nous laisse penser que, mais par contre, la répression est féroce. La répression a été féroce contre les Gilets jaunes, la répression a été féroce contre les opposants à la réforme des retraites, la répression a été féroce contre nos amis agriculteurs, la répression est féroce contre tous ceux qui veulent résister à cette espèce de globalisme qu'on nous impose et on nous gaffe comme des oies. Le problème, c'est que dans le truc, il n'y a pas de la pâtée. C'est vraiment du desktop. On est gavé avec du desktop. C'est ça le problème. Et là, on se retrouve dans cette situation de peuple en trop. Et je montre effectivement sur plusieurs chapitres. Alors, le livre fait 50 pages, donc il n'est pas très long. Mais je montre comment tout s'est mis en place. Et j'essaie de restructurer dans un livre assez court, finalement, tout ce qu'on entend, tu sais, ces sujets qui sont un peu épars. Le bankrun, le DSA, l'identité numérique, la loi Sapin numéro 2, dont je parle notamment dans ce livre-là, dont on parle très peu. Et en fait, j'essaye rapidement, c'est une espèce de puzzle, où j'essaye de montrer rapidement, en 50 pages, comment ce puzzle se met en place et quelle est la part de responsabilité de notre caste politique, mais aussi de l'opposition politique et des médias. Et des médias du système qui nous vendent aujourd'hui Édouard Philippe. Alors moi, je vais leur dire aux sondagiers, les amis, venez dans mon bar du village parce que personne ne me parle d'Édouard Philippe, moi. Je sais pas. Et c'est fascinant, cette capacité des médias de construire un récit qui ne part pas de la réalité pour l'imposer. Bien sûr. Dans la réalité. Il faut toujours que la caste s'autoprotège et s'autoreproduise. Donc Édouard Philippe fait partie avec les Bruno Retailleau, avec les Gabi Meuldefoin, avec même les gens de Doliprane se mettent maintenant à espérer peut-être se présenter, ou Elisabeth Borne d'ailleurs, Mamie Lapote, tu sais, la dame qui a fait d'une politique des 49.3 une politique absolument irrémédiaable. Il y a tous ces gens-là, Dominique de Villepin également, tous ces gens qu'on voit depuis 30 ans, 40 ans, revenir à la soupe avec en emportant leur gamelle, parce qu'ils ont toujours la gamelle un peu pleine avec leur poste. Et en fait, comme tu le dis, les médias nous font des espèces de gros enfumages avec plein de chantilly pour nous faire le grand entretien de machin, le grand entretien de Robert Ménard, le grand entretien de Gabriel Attal, Voilà. Donc, ils essayent de faire vivre un monde qui n'existe plus,
Mais, et là où je m'inquiète, et je le dis, on en parlera peut-être, sur la fin du consentement à l'impôt, la fin du contrat social, et ça c'est gravissime parce que la fin du consentement à l'impôt, c'est la fin du contrat social, et la fin du contrat social, c'est l'anarchie. Et moi, une nouvelle fois, je suis très inquiet pour la suite et l'issue de ce que ça va donner. Parce qu'à force de pousser le curseur trop loin, généralement, tu sais, c'est comme quand tu es dans un avion, quand le pilote pousse les gaz, tu décolles. Mais là, l'avion, il va se lever, il ne va pas décoller, il va se cracher. Et c'est gravissime parce que c'est vraiment la porte ouverte à tout. Et quand on essaie d'être quelqu'un d'à peu près sensé et non porté sur le chaos, on se dit, là, le chemin tu vois, qui est pris, il est dangereux parce que quand tu vois, et je finis par là, quand tu vois les Najat Vallaud-Belkacem, quand tu vois Jean-François Copé, Mystère, pain au chocolat, et quand tu vois Aurore Berger, la ministre de l'égalité de je ne sais pas quoi d'ailleurs, qui se pavane à Cannes dans des robes et qui tous les soirs se retrouve dans des parures, et on voit Aurore Berger rentrer dans le Martinez, et je rappelle que je suis allé voir d'ailleurs la carte des menus au bar Le Martinez à Cannes. Alors le beignet de calamar c'est 47 balles, hein. Voilà. Et le petit cocktail La Franchise, c'est 40 balles. Donc, autant te dire, tu prends un beignet de calamar et tu prends un cocktail La Franchise, pour 87 balles, tu as bouffé deux trucs. C'est qu'un repas à 80 balles, c'est énorme. Et tu as bouffé un moitié de cocktail, tu sais, Pogba, genre all light avec des graines de fuchsia. Et puis, tu as mangé un calamar qui doit faire 2,5 cm, mais tu as payé 87 balles. Donc, ces gens, en fait, tu vois bien. Ils vivent dans un autre monde. Oui, mais c'est surtout qu'ils s'exhibent. C'est ça le pire. Il s'exhibe. C'est le comble de l'indécence et de la provoque. C'est l'exhibition totale. Et comme tu vois ces images du Festival de Cannes, c'est des gens qui vivent dans un monde qu'ils ont inventé pour eux-mêmes, qui n'existe pas pour la moitié, toute la population. Et en plus, c'est cracher la gueule des Français. Alors en plus, il y a la question aussi de savoir qui paye, parce que pour Copé, je m'en fous. Alors j'espère pas que ce soit la mairie de Meaux, mais c'est probablement pas. Mais par contre, pour Aurore Berger, ça pose une vraie question. Et d'ailleurs, notre ami Gabriel de Varenne a posé la question au secrétaire général du gouvernement pour savoir qui avait payé, pour quel motif elle était à Cannes, et qui avait payé la soirée au Martinez, parce qu'elle y est restée 2 fois, parce qu'on l'a vu dans 2 tenues différentes. Donc, à mon avis, elle y est au moins restée 2 soirs. Voilà. Et donc, on a ces gens qui viennent t'expliquer sur les plateaux que c'est formidable, face aux menaces exogènes de la crise du détroit d'Ormuz, la France restera face au vent, mais solide. Bon, écoute-moi, quand tu as 0,9% de croissance et que tu mets 170 milliards d'intérêts, manifestement, c'est pas de la croissance, c'est une récession, c'est une récession dans une abysse. Hein. Il suffit pas d'être prix Nobel en économie pour s'en rendre compte. Et ces gens, en fait, crachent au visage des Français sans même s'en rendre compte. C'est ça qui est terrible. Najat Vallaud-Belkacem, elle ne s'en rend pas compte. Aurore Berger, elle ne s'en rend pas compte. Elle est contente. Et d'ailleurs, elle n'a pas réagi. Enfin, à l'heure où on parle, je suis son compte Twitter, elle n'a toujours pas réagi. Mais on aimerait savoir d'ailleurs qui a payé ça et dans quel périmètre elle s'est déplacée là-bas. Donc, le peuple en trop, c'est nous. Mais justement, ces gens ont fait sécession avec le peuple français. Et le peuple français ne s'en rend même pas compte. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Et le peuple français ne s'en rend même pas compte. Tu me dis, eux, ils s'en rendent pas compte. Cette caste qui va à Cannes dans des belles robes, manger des petits milliardises à 50 € pièce. Ils s'en rendent pas compte. Mais le peuple en dessous ne s'en rend pas compte non plus. Mais c'est ça qui est fou. À part des commentateurs comme toi et moi. Bon. Mais oui, alors on est quelques-uns. Et les abonnés autres, à Nexus, voilà. Bien entendu. Ou les autres médias, ça, on le sait, bien sûr. GPTV, peu importe. Et GPTV et autres. Mais la réalité, je vais te donner un exemple très simple. Il y a des gens que je connais très bien, que je connais comme toi, mais moi dans mon petit village, qui, par exemple, s'ils vont notamment à Belize ou à Punta Cana, à All Inclusive, All Inclusive, et qu'à la fin du premier cocktail, ils payent le second, ou qu'ils prennent une chambre à 250 €, c'est énorme, hein, la nuit, et qu'ils doivent aller faire caca sur le palier, je pense que le matin, ils vont aller à la réception, ils vont gueuler. Ouais. D'accord ? Par contre, de payer la TVA produit, la TICPE, la TVA sur TICPE et la certification écologique, ça par contre ils te disent c'est la politique, on n'y peut rien. C'est vrai qu'on est beaucoup plus exigeant quand on va dans un endroit et qu'on paye cher, mais avec ce qu'on paye nous en tant que Français, en impôts, en taxes, etc., on n'est pas assez exigeant avec les gens. Il y a une espèce de fatalité de la bêtise en fait. Moi qui me fascine à la fois, qui me sidère aussi, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu as ces gens qui vont, comme je te le dis, qu'ils vont aller mettre le why si jamais
journée, ils font dans un hôtel, qu'ils vont aller se voir faire caca sur le palier parce qu'ils ont payé 200 € la nuit, que ça sera un scandale, ils auront bien raison. Le matin, ils vont arriver à la réception, ils auront un sens de l'humour très approximatif. Ça, c'est clair. Et je pense que la banque d'accueil, elle va voler, elle finira sur le trottoir. Et ils vont pas dire on peut rien faire. Exactement. Ils diront pas rien faire. C'est-à-dire, Ils vont aller voir le responsable. Je vais me les faire. Ils vont écrire à Booking, ils vont faire des commentaires et ils tout. vont passer des heures. Ah oui, ils vont faire que ça. Par contre, les citoyens, ils passent combien d'heures par semaine ou par mois pour faire valoir ces droits à exister rien du tout. Et à vivre dignement. Mais rien du tout. Par contre, à la pompe à essence, tu les vois, alors pas tous, mais même s'ils sont énervés, même si ça gueule dans le canapé Ikea, même si machin, une bonne série Netflix, et c'est passé jusqu'au prochain plan. Mais le risque, c'est que cette violence, au lieu d'aller verticalement, elle s'horizontalise entre nous tous. Parce qu'il faut bien qu'elle s'exprime. Parce que la violence à la pompe, quand à la fin du mois, les gens n'ont plus de quoi vivre et de se payer à bouffer pour se chauffer ou autre avec les enfants, les vacances, etc., à un moment donné, il faut bien que cette frustration, elle puisse s'extérioriser. Elle sera violente. Elle sera très violente, et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans la lettre aux autruches sur tube digestif, les gens qui seront le plus violents, c'est ceux qui n'ont fait aucune manif jusqu'à présent. Voilà. Oui, ça va sortir d'un coup. Et là, ils seront très violents. J'en connais quelques-uns qui sont très cool, qui s'en foutent. Et puis, parce que c'est les gens qui vivent à crédit. Moi, je te le dis, je vis on vit dans un truc et je connais des gens qui vivent à crédit partout. Ils sont propriétaires à crédit, donc ils ne sont pas propriétaires parce que tant que tu n'as pas payé ton crédit, tu n'es pas propriétaire. Là, c'est la banque qui est propriétaire de ta maison. Ça roule dans des SUV où ils sont en leasing. Donc, ils sont propriétaires de rien. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. C'est Klaus Schwab. C'est ça, finalement. On a appris aux gens à être dépendants de tout, être en location surtout. Et par contre, ils ne sont pas en location de leur intelligence, manifestement. Voilà. Mais j'exagère un peu, mais je veux dire par là, c'est que ces gens, ils sont très sympathiques, et ce que tu veux, mais on leur a appris, par le fait de déclassement économique, à ne vivre qu'au-dessus de leurs moyens avec de la location. Parce qu'un très bon ami à moi qui aime les voitures me disait, le leasing notamment, c'est rouler dans une voiture dont tu n'as pas les moyens de t'acheter. Voilà, et c'est ça. Et finalement, on revient à ta question, ces gens-là, le jour où le leasing, ils sont obligés de le rendre, ils prendront les intérêts, parce qu'en plus, quand ils le rendront avant, ils vont se faire défoncer. Que la maison, ils commenceront à plus pouvoir payer les traites, parce que l'assurance et la mutuelle auront pris 15%, et que les courses, ils auront fait, alors je vais citer les marques, mais j'ai aucun conflit d'intérêt avec ces marques, je n'ai pas d'action nulle part, ils ont fait Carrefour. Ils auront fait Carrefour, Leclerc. Après, ils auront fait Lidl. Là, aujourd'hui, ils sont à Aldi. Dans quelques mois. Après, c'est Action. Non, et Action. Et après, la table d'après, c'est les poubelles derrière chez Action. On en voit beaucoup. Voilà, ils iront faire les poubelles d'Action parce qu'ils ne pourront même plus acheter chez Action. Et le pire, c'est que c'est illégal. Et oui, c'est qu'en plus, ils viennent. On avait reçu Yann Deva qui lui fait vraiment les poubelles pour sensibiliser contre le gaspillage. Ça, en plus, tu finis en garde à vue. C'est-à-dire que même ça, on empêche les Français de lutter contre le gaspillage. Mais c'est un truc de fou. Il faut crever, quoi. Et c'est ce qui est terrible, en fait, dans ce peuple en trop, mais celui qui est là, c'est finalement la non-prise de conscience sur leur propre déclassement. Et ça, c'est terrible parce que c'est pour moi la régression intellectuelle d'une nation. Quand tu n'as pas, il y en a d'autres, mais celle-ci, on parle de celle-ci en l'occurrence, quand tu n'arrives pas à prendre conscience toi-même, et surtout quand tu es père de famille et mère de famille, que tu te déclasses et que tu ne veux pas te rendre compte ou que tu ne te rends pas compte, manifestement, là, on a vraiment un problème. Parce que tu n'es plus dans la citoyenneté. Tu es dans l'autodissolution de ton être à exister politique. Tu n'es plus un être politique, tu n'es plus un citoyen, tu es un consommateur et tu es prêt à tout faire. D'ailleurs, l'émergence de Temu de Shein, c'est ça. C'est ça. Quand tu vas chercher des iPods à 2,50 € alors que ceux d'Apple, ils sont à 250 balles, je ne dis pas l'un ne vaut pas l'autre et je me fous des deux d'ailleurs au passage. Mais ça montre, ça révèle quelque chose de la consommation. Voilà. C'est-à-dire qu'encore cette consommation d'avant qui est critiquable, mais qui était, on va dire, un peu plus sensée aujourd'hui avec cette inondation du marché avec des produits qui coûtent 1 €. Temu. 1 € avec la livraison à 50 centimes. C'est ça. Même parfois, c'est gratuit. On paye juste la livraison. Oui. Et tu peux tout acheter. Ça n'a aucun sens. Ces trucs. Donc les gens, en fait, ils veulent toujours... On leur a vendu cette espèce de cauchemar de la mondialisation, ce cauchemar de la consommation, et ils veulent continuer à fermer les yeux, à vivre dans ce cauchemar. Donc ils achètent, ils sont prêts à tout acheter. Comme un cache-misère émotionnel je pense que c'est un problème de déclassement, c'est un problème aussi de refuser de voir la réalité de l'effondrement de la France et de rester une nouvelle fois un consommateur à part entière. Voilà, parce que... c'est devenu un projet social, la consommation. C'est un projet social, je pense que c'est je pense que surtout c'est une errance intellectuelle et morale. C'est une errance intellectuelle et morale parce que tu ne te considères finalement que comme un consommateur dans lequel, tant qu'il y a un peu de consommation et tant que tu peux et que tu es prêt, je te faisais tout à l'heure le dégradé notamment des supermarchés, des hypermarchés dans ce déclassement économique qui fera beaucoup de Français, et là c'est pareil, les gens un jour ils achetaient, d'ailleurs tu auras remarqué que énormément de marques ont fermé depuis 1 an ou 2.
marques de fringues. Et aujourd'hui, avant, c'était les marques bas de gamme, on dire machin. C'est plus Voilà. Et maintenant, on commence à arriver sur les classes moyennes. Maison du Monde, Habitat et tout. Et ces marques sont en train de fermer parce que même la classe moyenne supérieure est en train de freiner les cas de fer en termes de dépenses, clairement. Et on voit que ça gratte tout. Mais on a cette partie de la population et je pense, alors, je veux mettre de côté immédiatement parce que j'y tiens énormément. Je connais beaucoup de mamans célibataires. D'accord, qui sont vraiment à la rue parce qu'elles ont des gamins à s'occuper, elles sont isolées. La vie a fait qu'elles sont séparées et tout. Voilà. Et que, quand franchement, mon cher Marco, quand tu arrives le soir, que tu as la tête dans le guidon, que tu as bossé, que tes enfants gérés, tu le sais, on le sait. C'est sûr que la lutte sociale, elle est compliquée à ce moment-là. Tu es complètement broyé par le système. Mais la classe moyenne qu'on connaît, machin et tout, où les parents sont là, où c'est à peu près stable et qui se laisse aller comme ça, mais je dis à un moment donné, et la question que je pose, c'est si vous ne faites rien pour vous-même. Pour vos gosses, quand même. Voilà, pour vos gosses. Pour vos gosses. Vous pensez à vos gosses, concrètement, il fera quoi? Oh, tu sais, il n'aime pas l'école. Mais comment ça, il n'aime pas l'école? Non, mais il n'aime pas l'école, c'est pas un projet, ça, il n'aime pas l'école. On va pas aller faire un Joukari ou au Picho Pingo. Enfin, c'est pas un projet de ne pas aimer l'école, tu vois. Et donc, au-delà de ça, il n'y a même pas les armées, concrètement, contre ce que nous vivons, parce que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que le peuple en trop, on en revient à cette masse de gens qui par contre, elle en prend, parce que pour terminer là-dessus et faire une mini-conclusion sur ce thème-là, c'est-à-dire que quand tu t'amuses à relever la tête, quand tu t'amuses à poser des questions, quand tu estimes que ta vie vaut quand même plus qu'un bingo, manifestement, là, tu en prends plein la bouche. Parce que la réponse est très claire, on l'a dit, complotiste, anti-vax, voilà. Et c'est ça, parce que dès que... En fait, la citoyenneté, mon cher Marco, est devenue un délit. La citoyenneté est devenue un délit. Parce que pas pouvoir se poser des questions, c'est du complotisme. C'est être pro-Poutine, c'est faire le jeu de l'étranger. Voilà. Et ici, la citoyenneté, en fait, est devenue un délit aujourd'hui parce que le fait de se poser des questions est suspect d'aller agiter les peurs et de faire le jeu de je ne sais quelle capitale mondiale, essentiellement Moscou, pour essayer de faire dynamiter, tu vois, et de saboter les fortes fondations qui a été mises en place par la caste politique du 40 ans. Voilà, donc c'est devenu un délit, et ça c'est grammatique, et donc il y a des gens qui préfèrent aussi, c'est plus confortable, je le cache pas. Oui. Tu me disais pourquoi? Parce que c'est plus confortable. Quand tu fermes ta gueule et que tu n'as pas envie de réfléchir, tu galères, mais finalement c'est beaucoup plus confortable intellectuellement. Tu ne te fais pas taper dessus, tu sors pas du rang, tu t'es pas entre guillemets sorti du groupe, parce qu'il y a cette appartenance au groupe. Sûr. Si tant est que bon, il existe, mais quand même, les gens ont l'impression de faire partie de quelque chose en étant dans le rang et dans les règles. Bien sûr, clairement. Et c'est vraiment, je t'assure, c'est beaucoup plus confortable. On devrait essayer, nous, 2 ou 3 jours. On pourrait pas, mais c'est beaucoup plus confortable. On l'a vu pendant le Covid. Ouais, c'est beaucoup plus confortable. Ah bah, ne rien dire, c'est... Bah oui, tu fais rien, tu t'exposes à rien, tu remplis tes petits trucs, tu galères de plus en plus, mais au moins, tu te mets pas en défaut. Et puis même socialement, et puis même auprès de tes proches, de ta famille, de tes amis. Aujourd'hui, il faut assumer les positions politiques citoyennes. Oui, il faut l'assumer. Hein. Vraiment. Parce que le débat était polarisé, comme tu le rappelais aujourd'hui, on taxe toute personne qui pose des questions de complotisme, pro-Poutine, extrême droite, etc. Donc il faut assumer ces anathèmes-là. Ah oui, c'est clair. Et tu passes un temps fou à démêler le vrai du faux, à expliquer que non, tu n'es pas pro-Poutine quand tu expliques la réalité du conflit russo-ukrainien. Que non, tu n'es pas pro-Hamas quand tu expliques la réalité du conflit israélo-palestinien. Exactement, ou la guerre en Iran, c'est pareil. Et pourtant, ça nous touche de plein fouet et on se retrouve dans des situations absolument dingues. Tu vois, je posais une fois une question à un journaliste. Il me dit, vous êtes complotiste. Je me rappelle sur le service public, ça remonte. C'était pour un de mes anciens livres, tu vois, une fois ça m'est arrivé. C'était quand tu étais encore sur RT Non, c'était il y a 2 ans. J'étais invité sur Radio France, pas Radio France à Paris, mais sur une locale. Et à la fin, le journaliste me dit, mais vous êtes un peu complotiste, Nicolas Vidal. Et je dis, si je suis complotiste, donc Mediapart est complotiste. Et Off Investigation est complotiste. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions sur des éléments qu'on leur donne. Est-ce qu'ils sont complotistes de se dire, peut-être que là, il y a un truc à gratter? C'est le début du complotisme. Alors, si à un moment donné, on te donne certains éléments que tu essayes de recouper, parce que c'est un travail de journaliste d'investigation, de recouper des éléments pour essayer de mettre à jour des affaires et des scandales, ça part du complotisme alors. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, mais on a une intuition de peut-être se dire, là, il y a peut-être quelque chose qui sent mauvais, on va aller chercher, on va faire de l'enquête. C'est du complotisme. Mais il y a des sujets autorisés, d'autres non. Voilà, et manifestement, sur le Covid, on n'a pas de sujet autorisé. D'ailleurs, on aurait aimé que certains journaux d'investigation aillent chercher les contrats Pfizer depuis un certain temps, d'ailleurs, qui a été publié par Marc Doyer et d'autres. Mais par contre, il y a des sujets, effectivement, là, on se pose la question de savoir pourquoi certains confrères qui sont très en vogue pour
sortir des affaires un an avec les présidentielles ne vont pas. Je dis pas que c'est pas important, hein, c'est important, mais parce que ça rééquilibre peut-être le débat démocratique, ou moins ça. Mais par contre, sur le Covid, il y avait tellement de choses à chercher, tellement de choses à faire. Là, c'est reparti avec l'antivirus. Oui, voilà. Même narratif qui commence. Ben, c'est pareil, voilà. Et là, par contre, je ne sais pas si tu as vu, mais pendant l'antivirus, bon, maintenant, apparemment, on leur a dit allez vous faire foutre. Donc, ils ont fermé la boîte, ils ont fermé l'ordinateur antivirus, ils l'ont rangé, puis maintenant, c'est Ebola. Donc là, on a Ebola, puis je ne sais pas ce qu'il y aura. Ils essayent. Ouais, de toute façon, ça n'a pas marché. Ils ont le privilège de pouvoir essayer à chaque fois des cartes et des jokers. S'il y en a une qui ne marche pas, il y a l'autre. Oui, c'est vrai. Et le Covid, tu vois, je pense vraiment que si le Covid on avait fait comme l'antivirus, je pense qu'ils auraient très rapidement arrêté d'en parler. Voilà. Ou du moins, peut-être avec plus de difficultés, mais je pense que déjà, en tout cas, c'est quelque chose que les passes sanitaires et les passes vaccinaux, si les gens leur avaient dit majoritairement. Mais donc ça prouve que ce qui a été fait pendant le Covid par les médias alternatifs, par les militants, par les citoyens engagés, par ceux qui ont dénoncé les lanceurs d'alerte, ça a fonctionné. Aujourd'hui, dans le sens où c'est plus difficile pour le pouvoir d'imposer un totalitarisme. Mais regarde les ZFE. Les ZFE, est-ce que tu as vu les grosses manifs? Moi, j'ai pas vu de grosses manifs pour les ZFE. Alors, ils l'ont repoussé. On me dira, oui, Nico, ne sois pas naïf, ça va être repoussé. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont quand même reculé sur le moment, les ZFE. Ils ont reculé, du coup, ça a été retoqué. Tu vois. Et pourtant, moi, quand je suis allé à Montpellier, c'était il y a 1 an et demi, je crois. À Montpellier, un samedi après-midi, je crois que c'était il y a 1 an, c'était en plein mois de mai, il faisait très chaud, je me rappelle, ou en avril. Montpellier, c'est quand même une agglomération de pratiquement 2 millions d'habitants, très largement. Mais bon, voilà, à peu près, pour la faire vite. Il y en était 250. À la manif, un samedi après-midi. Par contre, quand je suis arrivé en train de Montpellier, puisque j'habite pas à Montpellier, j'habite dans un petit village, j'ai pris la grande voie, pour ceux qui connaissent Montpellier, de la 9. Vous avez l'autoroute, vous sortez une grande avenue qui vous amène dans Montpellier, l'avenue Pierre Mendès France. Très joli nom d'ailleurs. Et donc, je vais vers Montpellier, il était 2h de l'après-midi, et sur la voie d'en face, c'était blindé de monde parce qu'il faisait très beau, il faisait chaud, et la voie d'en face, c'est Carnon, c'est pas la Basse, c'est la Grande Motte. Voilà, donc les gens allaient à la plage et nous on était 250 pélos devant l'hôtel pas l'hôtel de région, l'hôtel de la métropole pardon, et à manifester. Et moi j'étais en couverture, et effectivement ça, voilà. Mais pour te dire faire là-dessus, finalement tu vois que quand les gens se mobilisent, ça peut accrocher un petit peu quand même. Est-ce que tu en veux à ce peuple, parce qu'il y a le peuple de trop, celui qui se fait éborgner, celui qui se fait traiter de complotiste, celui qui se pose trop de questions, mais il y a le peuple endormi. Est-ce que tu en veux à ce peuple endormi? Oui, je leur en veux parce que je cite exactement un exemple très frappant, la crise Covid, mais parce que politiquement c'est intéressant. On m'a souvent dit, Nico, tu devrais t'occuper de toi et les autres font ce qu'ils veulent. Alors, on m'a souvent dit ça. Oui, ça. Mais le Covid est arrivé. Et donc pendant le Covid, quand à un moment donné tu décides de ne pas te faire injecter, tu décides à un moment donné de ne pas respecter les règles qui te semblent absolument des régressions sociale et de civilisation, de liberté, clair, et que tu dis, moi, concrètement, je me pose des questions là-dessus, mais qu'une partie de la population, manifestement, pour aller boire un Moroto fraise le jeudi soir au Genius Bar, ou pour aller à Basic Fit, ou pour aller je ne sais où, va se faire piquer. Là, la liberté totale pour tout chacun, c'est très important pour moi, donc chacun a bien fait ce qu'il a voulu. Mais par contre, quand une partie de la population acquiesce notamment et se soumet à un diktat sanitaire voulu par des hautes autorités dont les gens ont dit quand même assez disparu. Et parfois se fait même le relais des autorités, ces gens-là. Mais bien sûr. Et donc, en fait, c'est le propre de tous les totalitarismes, c'est-à-dire que tu as une partie de la population qui est beaucoup plus efficace que nos amis forces de l'ordre qui nous traquaient sur les plages, notamment à Palavas, à la Grande Motte, avec les FAMAS et les fameuses plages dynamiques, rappelle-toi. Et ben, ils sont cette partie de la population majoritaire qui a décidé de souscrire à ces reculs de liberté, à cette régression de liberté fondamentale, finalement a fait pression sur l'autre. Elle a fait pression. Donc, c'est comme ça que les régimes totalitaires, en fait, se mettent en place. Ils ont besoin d'une force armée, une force politique, une police politique, je préfère, ou une force de l'ordre. Mais ils ont surtout besoin qu'une partie de la population, à un moment donné, se retourne contre l'autre et écrase l'autre, avec certains qui faisaient les relais, certains qui dénonçaient, certains... Et donc, en fait, c'est là qu'à un moment donné, c'est là que je reviens à ma question. Nico, tu fais bien ce que tu veux, les autres font ce qu'ils veulent. Non, pas quand on vit dans une démocratie. Et pas quand on vit dans un pays civilisé. Au moment donné, chacun. Moi, je ne considère pas la société française ou la France comme chacun une molécule, un atome qui se balade selon son bon vouloir, à faire ce qu'on veut. Non. Oui, chacun pour soi, non. Oui, c'est pas chacun pour soi. Sinon, vous allez vivre au milieu du Djebel, vous allez autre part, mais ou au fin fond de je ne sais quelle Asie de Galapagos. Mais à un moment donné, nous vivons là, donc nous devons prendre conscience aussi que nous ne sommes pas comptables du passé, mais nous sommes les passeurs de notre histoire. Et nous sommes les passeurs de notre histoire. Et le problématique que j'ai vu chez gens pour le Covid, et même pendant tout ce qui nous anime aujourd'hui, la guerre en Ukraine et autres, c'est-à-dire que tu as des gens
qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont finalement un encéphalogramme individuel plat, c'est-à-dire que le jour, je l'ai souvent dit, c'est-à-dire que aujourd'hui était pareil que hier, il n'y a aucune raison qu'après-demain soit pas pareil qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune projection, ni en arrière, ni en avant de ce qui se passe. Et ça repose sur quoi? Sur le fait qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune conscience des acquis sociaux. S'ils ont la Sécu, ils ne savent pas d'où elle vient. Oui, ils savent, mais C'est très flou. c'est très flou. Ils ne savent même pas comment l'argent est créé dans ce Mais- monde. Et moi, je dis, voilà, si vous en êtes là aujourd'hui, chez une école républicaine qui n'existe plus malheureusement, si vous arrivez à mettre vos gosses et que vous allez à l'hôpital, bon, il est détruit, mais bon, rapidement... encore un peu quelque chose. Il reste encore un peu quelque chose. Ça a été monté, ça a été pensé par des grands hommes qui ont été, notamment Pierre Mendès France, De Gaulle, Mesmer aussi, il y en a plein, il y en a beaucoup que je pourrais citer. Ouais. Et en fait... c'est pas tombé du ciel, quoi. C'est pas un McChicken à McDo, en fait, quoi. Si c'est là, c'est que ça a été fait, ça a été pensé, ça a été mis en place au fil des mois, au fil des années, des décennies. Et il y a eu des luttes sociales pour ça. On a travaillé, nos aïeux, à un moment donné, nos aînés, si tu préfères, effectivement, se sont battus pour ça. Et tout ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que c'est comme les oisillons, tu vois, dans un nid, à l'orée du printemps, et la maman oiseau, elle arrive comme ça, et elle balance dans la bouche de leur oisillon, c'est pas tombé du ciel. Et en fait, ils n'ont aucune épaisseur, donc aucune connaissance de la portée de ce qu'ils sont et du rôle qu'ils ont. Vous êtes aussi les passeurs, vous-même, mais auprès de vos enfants. C'est-à-dire que cette nation, si personne s'en occupe, elle va crever, en fait. Elle va crever, véritablement. Et moi, personnellement, ça ne fait pas de moi, loin de moi, un nationaliste, mais d'où j'aime mon pays, et je cite souvent Jean Jaurès, le dernier refuge qu'il reste aux pauvres, c'est la nation. C'est la nation. Et c'est Jean Jaurès. Alors je sais que mes amis de on n'est pas droite, obligé d'être de droite oui, j'ai cité Jean Jaurès parce que j'aime bien cette phrase-là. Parce que j'estime qu'elle dit beaucoup de choses sur notre nation. Et qu'on soit de droite ou de gauche, pour moi, il n'y a plus de droite et de gauche. Si tant est que ça existe encore, mais bon. Souverainiste et mondialiste. Après, on peut s'écharper sur les questions d'identité, de sécurité, d'immigration et tout. Mais là, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mon cher Marco, c'est que vraiment, ce qui est terrible, c'est que tu vois, c'est une défaite et une dissolution autonome de ces gens-là qui n'estiment ne plus vouloir faire partie du jeu démocratique et de la France. Et ça, c'est terrible parce que, bien entendu, avec cette capacité à renier ce qu'ils sont, ou du moins à ne pas accepter ce qu'ils sont, ou du moins à ne même pas le comprendre, eh ben, nous sommes le peuple en trop. Et le peuple en trop, il en prend plein la gueule. Est-ce que pourtant on peut encore refaire société tous ensemble? Est-ce qu'on peut se réconcilier entre le peuple en trop et le peuple endormi? Et comment on peut faire pour arriver à refaire du commun? Parce qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes besoins, Oui. on a les mêmes adversaires, entre guillemets, en face de nous, c'est-à-dire ceux qui veulent piller, détruire les États, les nations, les acquis sociaux durement acquis par nos anciens, nos prédécesseurs en France durant des décennies, qui veulent maintenant mettre la main sur ce qui reste de richesse de ce pays. L'épargne et tout, notamment. Qu'on gagne 1 500 € ou 5 000 € ou 10 000 € par mois, on a les mêmes intérêts. Oui, bien sûr. Parce que demain, oui. une banque fait faillite, on a une crise financière, on a beau avoir 10 000 € par mois, on se retrouve dans le même bateau que tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'aura plus accès à nos comptes bancaires, on va être rationné. Bon, il nous restera peut-être un toit sur la tête pour ceux qui ont la chance d'être propriétaires, c'est déjà pas mal. Mais par contre, ceux qui n'ont pas de potager de quoi se nourrir, ils vont aller faire la queue s'il y a une pénurie alimentaire. Les classes moyennes supérieures, ils vont avoir du mal parce que le bon marché à Paris, ça va être vite fermé, je te le dis. Ça sera vite fermé. Ça va durer longtemps. Le bon marché, pour en faire vite, c'est un truc ultra luxe. Luxe à Paris, des denrées. Voilà, les denrées, c'est assez. Il faut y aller une fois à monter, rien que pour le. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Ouais, c'est assez impressionnant le bon marché. Mais oui, tu as raison. On a les mêmes intérêts parce qu'on est français, c'est tout. En fait, il y a une projection que nous devons faire dans ce pays-là et nous devons défendre ça. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Il y a une projection que nous devons faire dans ce pays-là et nous devons défendre ça parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Emmanuel Macron, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il y avait des adversaires politiques. Avec Emmanuel Macron, le peuple est devenu un ennemi politique. Et la logique guerrière est tout à fait différente. Les ennemis politiques. Et l'ennemi politique, quand tu fais face à un ennemi, c'est pas un adversaire. Un adversaire, tu peux débattre avec lui, tu ne peux pas être d'accord. Tu peux avoir un débat, tu peux sortir de là énervé ce que tu veux, et tu passeras autre chose parce que ce n'est qu'un adversaire. Mais quand tu donnes le rang finalement à la personne en face de toi comme ennemi, là c'est plus la même. Et c'est-à-dire que nous sommes face à des gens qui sont. C'est vrai qu'on ne discute pas avec. Quand tu rappelle-toi de ce cher préfet l'allemand. Il a dit nous ne sommes pas du même camp. Voilà, madame.
Sous-entendu, mais c'est un préfet de la République. Il aurait dû être démis à la seconde, là. À la seconde, on aurait dû lui enlever sa casquette et y arracher les épaulettes et le démis et démettre. Et puis avoir aussi, bien entendu, un procès ou du moins répondre de ses propos, parce que c'est un préfet quand même. On n'est pas, à un moment donné, il a la fonction, il a la réserve de sa fonction. Et là, typiquement, l'allemand, une nouvelle fois, on parlait tout à l'heure de Najat Vallaud-Belkacem à Robert Berger, tu as tout là, dans le préfet allemand. Nous ne sommes pas du même camp, madame. Et là, on met en branle finalement la notion d'ennemi politique. C'est-à-dire que nous êtes nos ennemis et les ennemis, généralement, tu les extermines. Ou du moins, tu essayes de... En tout cas, tu ne discutes pas avec ton ennemi. Non, je n'aime pas. Donc, c'est un terme guerrier, un terme plus que belliqueux guerrier. Et ce peuple en trop, finalement, c'est très guerrier quand tu es... Ou autre chose. Juncker, en 2015, Jean-Claude Juncker, tu sais, celui qui était amateur d'eau minérale et qui avait souvent une sciatique chronique qu'il fallait porter dans les... c'était l'ancien président de la Commission européenne. Et c'est vrai qu'il aimait beaucoup l'eau minérale. Donc, il était beaucoup titubant, il titubait beaucoup sur les oui. Je vous invite à aller voir les vidéos de Jean-Claude Juncker, vous allez voir. Exact. On nous a dit qu'il avait des problèmes de dos, mais bon, c'était autre chose. Mais peu importe, il disait un jour dans le Figaro, il n'y a pas de valeur démocratique contre les traités européens. Voilà, il a dit en 2015 dans le Figaro, première page. Donc tout ça, c'est des petits exemples que je prends là-dedans pour montrer que beaucoup. Voilà, mais qui disent finalement tout. Le peuple n'a plus le droit à la parole, il a juste le droit de fermer sa gueule. C'est exactement ce qui est là. Et nous avons ça, un peuple en trop, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, le peuple est devenu un véritable ennemi plus que politique, un ennemi social, qui, et pour les gens qui résistent et pour les gens qui se posent des questions, et nous qui avons un peu de visibilité, eh bien, on est le rocher dans la chaussure. C'est-à-dire que malheur à nous, parce que nous essayons à un moment donné de décrypter, avec nos sensibilités politiques des uns et des autres, ce que nous croyons vrai, et on essaie de donner aussi la parole à des gens que nous estimons être intéressants parce que ça donne d'autres grilles de lecture. Donc, ça veut dire qu'on essaye, quand tu me dis refaire sens, refaire nation, c'est ce que nous faisons nous, dans nos chaînes respectives, dans nos magazines, dans nos vidéos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui nous regardent là, qui vont nous regarder, se diront, tiens, effectivement, je ne suis pas d'accord avec lui, pas du tout, mais là-dessus, c'est intéressant. Et on donne des grilles de lecture et on essaye de refaire sens avec une partie de la population pour que cette partie de la population, qu'elle soit de droite ou de gauche, qu'elle soit mondialiste ou souverainiste, ou du moins avec des idées tout à fait différentes sur plein de sujets, tant mieux. J'ai envie de te dire, c'est ça la grande conversation française ou la grande dispute. Eh bien, au moins, on refait nation, ce pays doit être repris, doit être remis en selle, la souveraineté doit être obligatoire, comme elle est marquée dans la Constitution. Je le rappelle parce que je pense que ces gens l'ont oublié, qu'il y avait quand même le peuple souverain. Ah ouais, c'est quand même dans la Constitution, c'est quand même au début. Et puis après, on se tapera sur la gueule oralement pour nos diversités politiques, si je préfère, ou nos désaccords politiques. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être pillés. Et je le dis, la France n'est pas pauvre, la France a été pillée. C'est vrai. La France n'est pas pauvre, elle a été pillée. Elle n'a jamais été aussi riche. Le PIB n'a jamais été aussi important. Et elle a été pillée. Oui. Elle a été pillée. Et tu as des gens comme Roland Lescure qui te disent, je l'ai dit tout à l'heure, face à la menace exogène, la France, même avec le vent en pleine face, tient droite. Bon, c'est à peu près ce qu'il a dit. La menace exogène, c'est exactement ça. Mais non, en fait, Roland Lescure, ministre de l'économie, sait très bien que la France est ruinée, que c'est une catastrophe absolue. De toute façon, il sera plus là dans quelques mois, il sera plus là. Probablement qu'il retournera aux États-Unis faire affaire comme il l'a déjà fait. Et puis voilà. Et puis c'est ton premier chapitre, le grand pillage, sur ce que la France a produit. Alors on reparle de l'électricité, du nucléaire. C'est vrai que la France a fait des grandes choses. Le plan Mesmer 74. C'est notre puissance de frappe nucléaire, énergétique. Vous avez donné cette souveraineté énergétique. Parce c'était l'énergie décarbonée et bon marché et puissante. Ce qui permettait à un moment donné d'être très concurrentiel avec qui ? Avec les Allemands. Voilà, avec les Allemands, effectivement. Mais comme on nous parle du coup franco-allemand, je peux t'assurer qu'à Berlin, le coup franco-allemand, il s'en tamponne de coquillard. Par contre, en France, on en fait des gorges chaudes, mais le coup franco-allemand, c'est pour moi un coup sadomaso, avec la France à quatre pattes dans une combinaison en cuir et une boule de geisha dans la bouche, et l'Allemagne derrière qui nous fouette. Voilà, c'est ça le coup franco-allemand. Mais on a aussi, avec ce beau pays, pour revenir là-dessus, on avait ce pays qui nous avait donné, depuis De Gaulle, une nouvelle puissance au sortir de la guerre. Hein. Et je rappelle aussi que s'il n'y avait pas eu De Gaulle, aujourd'hui, on serait américain, concrètement. Il faut le savoir aussi. Hein. Voilà, il y a tout ça. Mais peu importe, on n'est pas là pour faire de l'histoire. Mais je veux dire par là, c'est qu'on avait des atouts dans les années 60-70 qui étaient formidables. Et on est allé s'embrigader dans cette Union européenne, parce que à ce moment-là, il y a eu une défaite de la pensée, dans le sens où il y a une partie de la caste politique qui a estimé que être français, ça payait plus.
qu'être français, défendre l'identité française, défendre la France tout simplement, ça n'était plus trop rentable. Le fonds de commerce était ailleurs et donc on s'est lancé à corps perdu sur les traces boueuses et merdeuses de Jean Monnet et de Schuman sur cette construction européenne de la République des petits pas qui a été remontée par les Américains concrètement, et nous avons suivi, donc on nous a fait toute la litanie d'Erasmus, il n'y a plus de postes frontières et les douanes c'est génial parce que on pourra payer partout la liberté de circulation. Voilà. L'Erasmus, on a fait l'Erasmus plus les postes frontières et l'euro. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs, parce que c'est une catastrophe. Mais comment faire face à cette idéologie qui s'est imposée et qui fait qu'aujourd'hui on met en concurrence tout et n'importe quoi, qu'on empêche même les États comme la France de profiter de ces infrastructures parce qu'on dit que c'est de la concurrence déloyale. En France, on a construit des barrages, on dit vous devez vous les racheter. On va les privatiser. Soit on les privatise, soit vous les rachetez, parce que c'est déloyal. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Les autoroutes, l'électrique, le ferroviaire. Mais tout a été. Tout à l'heure, tu me posais la question et j'ai pas fini de répondre. C'était une question extrêmement intéressante. Tu dis comment on refait nation, notamment. Mais tu vois, c'est long. On parlait notamment tout à l'heure du RIC, on parlait de ces gens qui, quoi que tu leur proposes, ils s'en foutent. Mais en fait, c'est un travail très long parce qu'il va falloir reprendre les bases de l'éducation populaire. Il va falloir redresser l'éducation nationale. Il va falloir faire sortir l'idéologie de nos écoles. Il va falloir refaire une école républicaine avec une exigence, parce que les petits-enfants, là, moi, dont ma grand-mère parlait beaucoup polonais, mon père s'est sorti à la force des bras. Il est devenu prof et maire d'un village, et mon frère a très bien réussi aussi. Je veux dire, nous, on a bénéficié de cette école républicaine. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun avantage quand on est arrivé. Aucun avantage, parce que ma grand-mère était polonaise, de l'autre côté de ma famille, c'était italien également. Donc on a bénéficié de l'école républicaine parce qu'il y avait une certaine forme d'exigence. Il y avait la parole, et je cite souvent Jacques Zilberman, Jacques de la Crételle, où ce petit garçon juif arrive à Paris, après, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, et en fait, il se dit comment je m'intègre, et en fait, je vais m'intégrer par l'école, parce que je veux parler mieux français que mes petits camarades. Et donc, c'est l'intégration, quel que soit, nous, c'est polonais, peu importe. Et cette question fondamentale, c'est, est-ce que tu me disais, qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens, finalement, de ces gens qui s'en foutent? Et le problème, c'est qu'on les a perdus un peu. On les a perdus. Je ne remets pas en cause leur capacité d'intelligence, attention. Je dis simplement que ces gens se sont vautrés dans l'oisiveté. Et quand ton cerveau est une espèce de grand champ en friche, après, c'est compliqué pour le refaire pousser. Tu demandes à n'importe quel agriculteur, tu verras combien de temps il faut mettre, il faut relancer, tu vas voir. Et bien, eux, c'est pareil. Donc, on les a un peu perdus, je ne te le cache pas, mais ça veut dire qu'il faut quand même reprendre. Et c'est pour ça que c'est grave, parce que ça va prendre beaucoup de temps pour remettre en place une éducation nationale. Très complet. Avec une exigence aussi, Marco. On doit être exigeant avec nos gamins. Enfin, à un moment donné, si on veut qu'ils s'expriment correctement, qu'ils écrivent. Aujourd'hui, en plus, la société, on le sait, est de plus en plus compliqué. On a vu les déclarations d'impôts, c'est de plus en plus compliqué. Ça, c'est un exemple qui peut paraître trivial, mais on doit armer tous nos gamins, d'où qu'ils viennent, de tous les niveaux qu'ils viennent, de tous les secteurs qu'ils viennent, de tous les horizons qu'ils viennent. On doit les former à des citoyens. Et pour les former à citoyens et pour atteindre l'épanouissement, c'est personnellement qu'ils doivent être épanouis et intellectuellement, ils doivent être épanouis parce qu'ils doivent se posséder en tant qu'être humain et pouvoir se mouvoir dans un monde et y faire face. Et aujourd'hui, on ne fait plus face. Nous nous retrouvons avec une jeunesse, je suis désolé, moi je les vois, j'habite à ce petit village où je habite sur le chemin du collège. Donc tous les jours, je vois passer des gamins. Je suis désolé, ils sont mignons, mais c'est des ectoplasmes. Ils sont par rang d'oignons de 4 ou 5. Ils sont tous avec les téléphones portables. Je pense que tout le monde fera cette observation. Moi, je suis effrayé des petits bouts de chou là comme ça. Ils sont 4 ou 5 sur le trottoir et ils sont comme ça. Et tu les croises. C'est pas parce qu'ils veulent pas te laisser passer, mais en fait, ils sont comme ça. Donc en fait, tu les percutes. Alors, et là, je me dis, mais ces gamins, en fait, ils arrivent au collège. Ça fait 20 minutes qu'ils marchent. Ils ont fait peut-être 20 minutes et puis 1 heure de portable chez eux. Et le soir, c'est pareil. Donc à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a une forme de démission aussi de la citoyenneté, parce que c'est le rôle des parents, parce qu'on pourrait parler, et c'est pas le sujet, c'est pas l'heure et c'est pas l'endroit, mais il y a une question aussi d'éducation. L'école, pour moi, c'est l'instruction. Et la famille, c'est l'éducation. D'ailleurs, ça rejoint cette démission de base dont tu parlais. C'est démission des gens sur leur citoyenneté, démission des gens sur la réalité avec leurs enfants. Est-ce qu'on les laisse devant un écran parce que c'est plus facile? Ah oui. Oui. Ou c'est la meilleure nounou, un écran. C'est la meilleure nounou. Hein. Mais il y a une vraie problématique. C'est le meilleur destructeur des réseaux de neurones dans le cerveau. Il faut lire Michel Desmurger, et pas que Michel Desmurger. Il y a des livres formidables là-dessus, et c'est une catastrophe absolue. Et c'est aussi une arme de destruction massive. Hein. C'est vrai que nous, on a eu la chance de grandir, d'avoir un cerveau qui se structure avant l'arrivée d'Internet. Mais parce que peut-être que chez nous, mon cher Marco, chez moi, j'étais envahi de livres.
Alors j'ai eu la chance d'avoir un papa qui s'est monté à la force des bras parce qu'il est arrivé de nulle part comme toute une partie de la famille, mais c'est vrai que mon père s'est mis dans la lecture et moi j'ai eu cette chance, cette grande chance de pouvoir vivre via des livres. Mais j'ai eu des copains qui n'avaient pas cette chance, mais qui finalement, et tu as raison de dire que c'était une autre époque où l'école permettait, moi je me rappelle de Flaubert, je me rappelle de Victor Hugo, je me rappelle de Balzac, alors ça me faisait chier à un point, mais c'était incroyable le week-end quand je me retrouvais avec ça, là, je faisais Madame Bovary, là, oh là c'est pas possible. Alors moi j'avais la chance qu'à la maison, on défrichait un peu le truc. Ouais. Mais c'était pas très agréable parce que le livre, je devais le lire tout seul quand même. Tu vois, et on avait cette capacité aussi à se plonger dans des grands textes. Il y avait aussi moins de sources de distraction, dans le sens où on a des écrans, mais alors il y avait 6 chaînes, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas se distraire instantanément. Non. Et on jouait. Et on devait surtout sortir pour s'amuser. Bien sûr, et on jouait. Avec les copains, on jouait. Même, alors pas forcément à de grands ados, parce qu'on est dans d'autres trucs, les poussées d'hormones font qu'on joue à autre chose, mais je veux dire par là, c'est qu'on avait cette interaction sociale avec les autres. Bien sûr, il fallait sortir, le vélo. Voilà. Et on se rappelle des jeux, on se rappelle des Lego, on se rappelle des cubes, on se rappelle d'ailleurs des choses avec 3 trucs et 3 bouts d'eau. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je continue à maintenir qu'on a abruti depuis 30 ans la population et que l'effondrement de l'éducation nationale aussi est à mon sens un projet. Et d'ailleurs, on voit bien que quand il était question d'Amélie Oudéa Castéra, tu sais, la ministre de la Bourse olympique, qui s'est baignée telle une loutre dans la Seine pour nous dire que la Seine était d'ailleurs, elle est d'ailleurs, je ne sais pas si cet été Paris, elle est dégueulasse la Seine, hein, c'est 1,4 milliard, voilà, au passage, je la place parce que pour quelques semaines d'amusement. Voilà, j'y ai pensé tout à l'heure, mais tu vois, à un moment donné, nos ministres, pas que Oudéa Castéra, mais beaucoup de ministres ont mis leurs enfants dans des écoles ultra privées, où on apprend le latin, on apprend le grec, on fait de la syllabique pour la lecture, on écrit, il n'y a aucune photocopie, hein, les copains. Il n'y a aucune tablette. Vous, gamins, on vous placarde des photocopies partout. Il n'y a aucune tablette. Il n'y a aucune tablette. Tout à la main. Tout à la main. Les énoncés de maths, c'était comme en 1980, tu vois, chez nous, quoi. On se le mettait à la main. Il n'y a pas de photocopie chez eux. Vous avez des cahiers pleins de photocopies parce qu'il y a des dictéatres, ou on ne sait pas trop ce que c'est la dictéatre, moi je ne comprends pas le concept pédagogique, mais bon, apparemment, il y en a un. Mais eux, par contre, ils ont bien pris soin de mettre leurs gamins dans les meilleures écoles. Et généralement, souvent, après, plus grand, ils partent dans les collèges ou les lycées français à l'étranger. Voilà. Sous cooptation de copains ministres, diplomates ou machin. Donc, tu vois bien qu'ils organisent leur propre production sociale. Ils organisent leur propre fuite, leur propre sauvegarde des gamins d'un système qu'ils ont eux-mêmes détruit et ils en préservent leurs gamins. C'est quand même assez formidable. Et Najat Vallaud-Belkacem, qui a été l'émérite ministre de l'Éducation nationale, probablement à Cannes, est venue fêter les magnifiques résultats qu'elle a eus en tant que ministre sur la capacité de nos gamins à devenir des citoyens. À mon avis, c'est pas le cas. Voilà. Donc, on est ce peuple en trop, et ce peuple en trop, il essaye de survivre et de vivre, et surtout, au moment donné, de reprendre le contrôle et de simplement reprendre un truc simple pour terminer sa souveraineté, tout simplement. Alors justement, pour finir, parce que j'aime bien essayer d'aller chercher une petite note d'espoir, c'est qu'on est face à cette démission de masse, on est face à ce désespoir de masse, aussi cette impuissance acquise des gens qu'on disait tout à l'heure en début d'entretien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un peu un virus qui s'est disséminé dans l'esprit de beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager ? Qu'est-ce que, d'après ton expérience, tu penses qu'on pourrait projeter pour redonner de l'espoir de masse? Moi, je te dis, j'ai énormément d'espoir parce que j'ai quand même de l'espoir. Parce que franchement, Marco, si j'avais plus d'espoir, je ne ferais pas ce que je fais ici. Je ne serais pas là devant toi et j'aurais fait autre chose. Tu ferais quoi d'ailleurs si tu n'avais plus d'espoir? Là, à un moment donné, franchement, toutes les options sont sur la table. Hein. À un moment donné, quand j'aurai vraiment plus d'espoir, je parle vraiment plus d'espoir et que j'estimerai à une heure qu'il n'y a plus rien à faire et que ce pays ira au crash. Et, il est déjà pas loin du crash, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Pourquoi il y a de l'espoir? Parce que tu as raison, il faut quand même avoir un peu d'espoir. C'est-à-dire que, moi, je le répète tout le temps, mais c'est vrai, parce que c'est du terrain. Moi, je vais en conférence et tout. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de monde et de toute classe socio-professionnelle. Un exemple aussi précis, parce que souvent on me dit, Nico, il y a beaucoup de gens qui font ça et je suis sûr que tes auditeurs le font aussi. J'en connais pas mal qui sont sur WhatsApp et ils bombardent, ils copient-collent, c'est les liens des vidéos, les Twitter, les trucs, les Facebook, les machins et tout. Ils me disent, ouais, j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais je leur dis, ça ne sert pas à rien parce que vous êtes très nombreux à faire ça. Je me dis, ouais, j'ai vu cette vidéo, je l'envoie à machin, je l'envoie à ma sœur, je l'envoie à ci, mais personne ne me répond. Mais continuez à faire ça. Continuez à faire ça. Parce qu'on me dit, ça ne sert à rien ce que je fais. Mais non, vous imaginez pas comment tous les jours, vous êtes je sais pas, peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, faire ça en permanence. Imaginez, multiplier le nombre de messages. Alors le résultat, il n'est pas de 100%, mais ça, il ne sera jamais de 100%. Bien sûr. Mais par contre, ça veut dire que sur le temps long, alors vous ne pouvez pas le quantifier au jour le jour, mais sur le temps long, à force, il y a des gens qui vont se retrouver face aux vidéos et qui vont commencer à réfléchir. Et pendant le Covid, c'est ça aussi qui s'est passé. C'est grâce à ça, les réseaux, que les gens ont commencé à regarder une vidéo, puis 2 vidéos, puis 3 vidéos. Ils ont dit, attends, entre ce que le mec me
raconte là, ce que je viens de voir sur YouTube, manifestement, il y a quelque chose d'intéressant là à creuser. Je vais réfléchir, je vais activer mes neurones parce que le complotisme, c'est nier finalement à l'individu que nous sommes d'avoir une certaine forme d'intelligence. Voilà. Après, au-delà, ça s'appelle du racisme. Considérer l'individu, l'autre comme un abruti et une intelligence inférieure, ça s'appelle du racisme. Voilà, clairement. Racisme social, si tu préfères, pour être tout à fait précis. Mais je veux dire, quand les gens me disent « je ne sais pas quoi faire, je fais ça, mais je ne suis pas sûr que ça marche », franchement, la réalité, c'est que envoyer ces messages-là, partager Nexus, acheter le magazine, déjà, c'est un soutien direct à nos productions, à nos médias indépendants, et on en a besoin, mais surtout d'aller chercher finalement, d'essayer d'envoyer pas mal d'infos sur WhatsApp, sur Signal, sur Facebook et tout. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi, je vois dans mes conférences, il y a de plus en plus de monde, et je vois depuis 6 mois dans mes conférences, alors depuis 1 an, parce que 6 mois, et le petit, ça a été compliqué de faire des conférences, mais depuis 1 an, et c'est assez récent, de plus en plus de gens sur le Covid qui se sont fait vacciner. Et une fois, je le répète, moi, chacun a la liberté. Je ne vais pas reprocher aux autres ce qu'ils me reprochent, ce qu'ils voudraient que je reproche à eux. Voilà. Si on revendique la liberté ah oui, mais moi, je la dans un sens, il faut laisser aux gens qui veulent se faire injecter la liberté de le faire. Ah, mais exactement. Il faut que ce soit dans les deux sens. Et je les considère tout à fait, pour le coup, en âge de faire bien ce qu'ils veulent. Voilà. On va pas quand même leur enlever leur liberté et leur interdire leur liberté. Ça serait quand même le comble absolu, quoi. Mais je veux dire par là, c'est que j'ai vu dans mes dernières conférences de plus en plus de gens vaccinés et qui me disent j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les plus énervés. C'est les plus énervés, c'est les plus virulents. Ils sont vraiment très, très virulents. Et ils viennent, et après, ils s'abonnent, et ils partagent. Et ils me disent, je me suis laissé avoir, mais maintenant, je veux récupérer mes droits, je veux faire savoir aussi ce que j'ai vécu, même avec effet secondaire ou pas effet secondaire. Vraiment, j'ai vu des gens qui n'avaient pas d'effet secondaire, mais ils m'ont dit, j'ai l'impression d'avoir été violé. En fait, parce que j'ai pris conscience, pourtant j'y suis allé de bonne foi, comme l'a fait l'ami Marc Doyer. Ouais, avec sa compagne qui est décédée. J'y passe mes amitiés à Marc, et qui se bat corps et âme pour essayer de faire reconnaître des choses, et surtout que les gens s'expliquent. Que les gens s'expliquent aussi, parce qu'il faut qu'ils s'expliquent. Parce que devant la Cour de justice de la République, le jugement était à charge, mais tout le monde a écopé d'une grosse bulle de dire de rien. Voilà, ça c'est quelque chose comme ça. Et donc vraiment, il y a quand même cet espoir aujourd'hui de gens. Et d'ailleurs, on a les meilleurs exemples, les meilleurs symptômes de tout ça, c'est-à-dire qu'ils veulent censurer les réseaux sociaux, ils censurent nos chaînes YouTube. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on était 400 000 à s'occuper de ça sur un pays de 69 millions, ils n'auraient pas besoin de mettre en place à l'Élysée la cellule riposte. Et d'ailleurs, à la rentrée se prépare la fameuse identité sur les réseaux, il faut mettre la carte d'identité pour prouver qu'on a plus de 15 ans. Ouais. Alors justement, comment on va faire pour s'organiser ? Ils sont en train de mettre en place toute une structure, toute une infrastructure de l'identité numérique pour contrôler les gens. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien que, en fait, ça cible les médias alternatifs. Bien sûr, c'est nous. C'est nous. Ah oui, c'est nous qui sommes visés. Il faut qu'on s'organise très vite parce que bon, il y a des solutions, CrowdBunker, Odyssey, peut-être les petites plateformes alternatives. Les Substack aussi. Substack, toi, tu as un gros Substack, les gens te suivent. Ouais. Espérons que Substack ne va pas. Oui, mais on en est là. Et quand tu parles de solutions alternatives, chacun d'entre nous, on a à peu près les mêmes. Il ne faut pas exagérer parce qu'il n'y a pas non plus des milliards de solutions. Non. Et on essaie effectivement parce que les chaînes YouTube sur lesquelles nous sommes tous. Alors comment tu vas faire toi là-dessus moi, c'est simple. Moi, je passe sur Substack maintenant. C'est très simple. Et si Substack commence à verrouiller, on passera sur une autre plateforme. On n'aura pas le choix. Il faut être extrêmement mobile, tu vois. Il faut être extrêmement mobile. Donc moi, on est sur Substack aujourd'hui, donc on a quelques garanties que Substack va rester comme ça. Mais moi, je l'ai dit sur YouTube maintenant, dès que je fais une vidéo sur YouTube, j'en fais de moins en moins, et je leur dis, retrouvez-moi sur Substack. Et comment tu fais ? Alors, autre question rapide, parce que ça, je vous l'ai posé tout à l'heure, on a plus trop le temps, mais c'est vrai que ça fait la suite, ça fait la continuité de cette question de l'identité numérique, là, qui va être difficile à contourner, parce qu'on en a parlé l'autre fois sur le plateau avec un invité. Comment on va faire face à la facturation électronique qu'ils sont en train de mettre en place ? Non, mais ça, c'est un scandale. Parce que ça... Mais ça, c'est un scandale sans nom. Mais on peut pas contourner. Et là, c'est là. Autant on peut sortir de YouTube, on peut sortir de Facebook. On peut se débrouiller. Tu as bien fait de parler de ça. Comment on fait avec un scandale sans nom. Un scandale sans nom, cette facturation électronique, parce que tu vois, c'est toujours pareil. On est combien de millions d'entrepreneurs dans ce pays ? Il y en a qui se découvriront au dernier moment. Voilà. Ouais. Et tu vois, moi, je ne veux pas jeter la pierre aux gens qui travaillent avec moi, notamment le cabinet comptable, parce que aussi, il faut avoir des cabinets comptables un peu machin, parce qu'il faut quand même se blinder un maximum. Là, c'est une obligation. On déclare tout au cordeau, et on revoit, on redéclare. Enfin, on fait les choses très très bien, parce qu'on n'a pas le choix. Mais là, c'est un scandale, parce que comme tu le dis, là déjà, il va falloir payer une plateforme. En plus, déjà, le scandale est double, parce qu'on devra payer la plateforme, alors qu'on n'a rien demandé à personne. C'est quand même assez formidable. Et devait y avoir et d'ailleurs, moi, je l'ai vu dans la vidéo de... T'as reçu, je crois, Tatiana Ventose. Oui, je l'ai reçu sur Talk. Elle a bien vulgarisé cette enquête qui a été faite, je ne sais plus par le nom de cette personne, sur justement, il y avait
un projet de service public sur Ouais. cette plateforme. Alors déjà, bon, c'est scandaleux qu'on ouais, doive ouais. faire ça. Mais il y Ouais. avait un projet d'un service public gratuit qui Ouais, est abandonné ouais, au bien profit sûr. des 80 Bien sûr. sociétés privées Bien sûr. agrémentées. Et on voit il faut voir, c'est PayPal notamment qui. PayPal. PayPal, et on voit qui est actionnaire de PayPal et partenaire de PayPal. Ça fait rêver quand même. Ça fait vraiment rêver. Et allez- il faut aller voir. Allez voir cette vidéo de Ouais, Tatiana, allez ouais. creuser cette enquête. Je sais Ouais, pas ouais. comment s'appelle l'initiateur de cette enquête qu'elle a. Il y a qu'elle a Frédéric allumée. Baldan qui avait parlé, il y a Tatiana Ventos et probablement quelqu'un d'autre aussi. Mais ça- on n'est pas beaucoup elle en parler. non, il y a pas beaucoup, en parler. Et ça, tu as raison d'en parler parce que ça, c'est un scandale sans nom. Et une nouvelle fois, ça passe dans l'apathie populaire généralisée. Parce que les gens ne se sentent pas concernés, Ah mais ben en fait, non, ils à n'ont un pas moment compris. donné, ouais. C'est que même la personne qui n'est pas chef d'entreprise, Ouais. qui va consommer tel ou tel produit dans Ouais. une entreprise française, Mm. les factures avec le nom de la personne vont être envoyées automatiquement sur Ouais. ces plateformes privées. Ouais. Mm. Et petit à petit, ça va faire une énorme base de données. Ah oui, il y aura les adresses, il y aura tes clients, il y aura des adresses Sur qui personnelles, a il y acheté aura- il y aura quoi des chiffres en temps d'affaires, réel, il y aura des chiffres d'affaires, il y aura tout. qui a bossé avec qui. Exactement, il y aura tout. Et on va à l'encontre, et là je me permets de reprendre Frédéric Baldan, et j'aime bien citer les sources que j'ai, et c'est à un moment donné aussi une grave atteinte à la liberté d'entreprendre. Là aussi, parce qu'en termes de liberté, ces gens-là sont prêts à tout. Voilà. Et c'est une scandale, c'est-à-dire que c'est une vraie vérification. D'ailleurs, notamment si tu es en procès avec quelqu'un, et j'espère pas, et pardon, mais à un moment donné, imaginons que l'entreprise X soit en procès contre l'État, machin, au tribunal administratif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la facture de l'avocat et les conventions d'honoraires qui est généralement signée avant la mise en place du procès. Donc l'État aura notamment l'avocat qui va travailler sur ce machin, parce que la facture devra détailler effectivement sa mission, sa convention, notamment d'avocat, et l'État donc saura bien entendu qui fait quoi, qui va là. Donc c'est Et un le exemple parmi pire tant de d'autres, tout mais il y en ça, a plein. c'est que ça va finir sur le dark web. On le sait Bah très bien. oui, On bah le oui, voit là. bah oui, bah La France, oui. depuis des mois, Ouais. est la première Ah, mais cible c'est, d'Europe oui, c'est OK Coral en fait. des hackings Et ces gens nous vendent l'identité numérique. piratage. Ouais. Voilà. Et ils veulent nous vendre Ouais. ça alors qu'ils Et sont c'est- incapables de Ouais, protéger les Ils données. sont des incapables de Français. protéger les données, et c'est un véritable problème parce que ça pose des problèmes de sécurité. Rappelle-toi sur les fédérations françaises de tir où les mecs se sont rendus compte que moi j'ai pas d'armes à la maison, donc je préfère vous. Il y avait les adresses. Voilà, ils avaient les adresses et tout, ils savaient ce qu'ils avaient comme armes, comme munitions. C'est pareil, notamment pour les cryptos, notamment parce qu'il y avait eu des fuites. J'ai regardé les cryptos, c'est une fuite énormément du FICOBA. Le fichier. Ficoba, le ça, c'est FICOBA, énorme. le Avec vos fichier. RIB. Avec tout. Les RIB, c'est un truc. Le FICOBA, allez voir ce que c'est un fichier, mais absolument central de tous nos données 15 millions de bancaires, quoi. Français. Non, mais c'est un truc de Tiens, dingue. et d'ailleurs, je le dis aux Ouais. gens, Ouais. on peut prélever de l'argent avec un simple RIB. Ouais, et ça, tu Y a vois. pas je- besoin de tu mandat de vois, prélèvement. Et je ne savais pas ça, tu vois, je l'ai appris il y a quelques jours. Parce ça. que beaucoup de Ouais. banques Ouais. ne vérifient pas les mandats de prélèvement. Ouais. Et donc sur des petites sommes, hein. Ouais, ouais, Bon, ouais. on va pas faire attention, 30 balles. Bah, mais 30 balles oui, fois oui, 10 millions ouais. de gens. Oui, mais c'est un truc de fou, quoi. Bien sûr, et tu peux te faire vider tes Donc comptes. aujourd'hui, ouais. checkez vos comptes quand même, Ouais. parce que vous pouvez avoir Non, des mais petits tu vois, prélèvements cette comme ça. insécurité permanente, insécurité bancaire, insécurité financière, insécurité de données personnelles, de données sécurisées, de données de santé, je le rappelle, qui sont hébergées chez En Microsoft. plus, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que les labos pharmaceutiques sont souvent américains, donc c'est marrant de savoir qu'ils mettent comme ça, ils peuvent tout savoir et puis mettre des trucs en place, c'est sympa. Ils peuvent prévenir finalement et s'assurer de notre bonne santé. Il ne faut pas qu'on soit trop malade, mais pas trop bonne santé quand même, comme ça, sinon, Bah non. sinon on gagne plus de pognon. Donc ça tourne. Mais c'est vrai. Là-dessus, effectivement, on est sur la surveillance de masse. Et là, tu vois, je vais terminer là-dessus. La facturation électronique, c'est très bien que tu en parles, parce qu'on va voir à un moment donné, tu vois, ça, c'est typiquement un crash test. C'est-à-dire à quel moment ça va mesurer notre capacité de résistance. Est-ce que les entrepreneurs, quand on va leur faire ça, ils vont résister? On verra, je ne sais pas. Ouais, Je c'est une peux vraie pas te question. dire On m'a oui ou posé non. cette question l'autre jour. Et c'est vrai que j'étais incapable de me dire je vais m'opposer, parce que s'opposer, ça veut dire fermer. Un média qui s'oppose, Tu peux il pas. ferme, c'est fini. Alors, Si on va refuse, expliquer à nos si, amis, c'est jusqu'à 15 000 € d'amende, maximum Oui, par an. mais- C'est-à-dire qu'il faut assumer. Ouais, non, putain. Bon, est-ce que toi, tu es prêt à assumer 15 000 € par an 15 pour 000 refuser € d'amende de refus, mais tu auras derrière tout. Bien sûr. Tu auras les contrôles fiscaux, tu auras Fiscaux, tout, Dario. donc tu vas Donc taper on la va totale. dire Oui, oui. effectivement à nos 15 000 à plus le contrôle fiscal. téléspectateurs qui n'ont pas d'entreprise, franchement, c'est difficile de s'opposer à ça. Hein. Là, ça va être très C'est obligatoire. C'est obligatoire, Ouais, c'est sinon vrai. tu l'as dit, c'est des amendes. Et puis derrière, c'est la fermeture. On peut pas, moi, une boîte comme la mienne ne peut pas assumer 15 000 € d'amende. Ça, c'est absolument pas possible, clairement. Et puis derrière, ça vous met déjà qu'on est pas mal en rouge, ça vous met en gros rouge. Et là, Et vous puis allez là- vous faire défoncer. Donc Ouais. là, la question qu'on se pose en nous disant, oui, mais vous pourrez peut-être qu'il y aura des commentaires comme ça, oui, mais il faut dire non. D'accord. Mais en fait, pour dire non, il faut être beaucoup. Il faut être nombreux. Aidez-nous à dire non. Voilà, il faut être Ça. nombreux. Il faut être nombreux. Donc il faut que chacun qui aurait la vidéo aille partager toutes les vidéos que vous trouvez sur de Tatiana Ventos et Frédéric Baldan, allez les balancer sur tous vos amis entrepreneurs de manière à ce qu'ils en aient conscience. Parce que si on n'est pas seul, Rien que ça. on va se faire dépouiller, on va se faire dépecer.
dépecer. C'est comme ça, il faut être le nombre, il faut être beaucoup au moment donné pour dire stop. C'est comme l'antivirus, c'est l'exemple le plus récent. Si on leur dit non, c'est non. Voilà. Et ils repartent avec leur petite mallette, leur petite seringue, ils s'en vont, ils vont rentrer le lapin musqué, le rat musqué dans leur frigo, dans leur congélateur, et ils arrêtent de nous embêter avec. Voilà, pour pas dire autre chose. Mais on est là. Donc là, typiquement, c'est un cas où vraiment, c'est vrai qu'à d'école là qu'on va vivre. Parce que en fait, c'est qu'avec le nombre, que l'action collective qui nous permettra de nous opposer, nous entrepreneurs, et nous sommes des millions en France, à un moment donné, à leur dire votre facturation électronique, vous allez bien vous faire voir pour pas dire autre chose. Et là, on verra notamment la capacité de résistance des entrepreneurs et des Français. On verra bien. Mais pour l'instant, ça part mal quand même. Eh ben, espérons qu'on soit nombreux. Ouais. Aidez-nous, aider les médias et des entrepreneurs à pouvoir dire non, parce que seul c'est impossible pour refuser le monde qu'ils sont en train de nous imposer. En tout cas, le livre de Nicolas Vidal, Un peuple en trop, qu'on peut retrouver où sur ton site il est en pré-vente, effectivement. Le mieux, c'est que vous alliez sur mon Substack et sur mes réseaux sociaux. Il y a le lien en pré-vente. Il est en pré-vente. Et le 29 mai, c'est la sortie officielle du livre. Vous pouvez l'acheter sur Stripe. Alors, privilégiez, bien sûr, l'achat direct. Je le répète, vous allez sur mon Substack, vous avez le lien. Vous allez sur mon Facebook, mon X et Push Media. Vous avez la bannière, vous pouvez l'acheter. Et pour ceux qui veulent, je ne sais pas l'émission, mais on aura notamment le 29 mai, il y a l'avant-première à Marseille. Il y a encore des places. Vous avez un Framaform. Pareil, tout est sur mon Substack. Et le 13 juin, je me permets, on fait une grosse soirée avec Ingrid Courrèges, notamment au nord de Montpellier, juste au nord de Montpellier. Et c'est à Saint-Clément-de-Rivière, je vais arriver dans le domaine Saint-Clément, au milieu des vignes. Donc, je ferai une mini-conférence et Ingrid fera un mini-concert avec ses nouveaux titres. Et vous pouvez, bien entendu, vous avez sur mon Substack tous les infos. On va se régaler. Ça va être une super soirée. Franchement. 13 juin. 13 juin, samedi 13 juin, dans un domaine. Il y aura du food truck, il y aura de l'animation, il y aura dégustation de vin au milieu des vignobles. Voilà, au nord de Montpellier, 15 minutes, que du bonheur. Grand parking, on peut se garer. Il y aura Ingrid, il y aura moi, il y aura plein de copains. Allez-y, parce qu'il n'y a rien de mieux que le lien dans la vie réelle. Ça devient subversif, se réunir. Et ce sera un avant-goût du festival, parce que Ingrid sera là aussi pour le festival du 27-28 juin. Donc on aura le plaisir de la voir sur scène aussi pour le concert du... Et merci, je le répète, Marco, de m'avoir invité à ce festival. Je suis vraiment, je ne fais pas le flagornerie, ça me fait chier la flagornerie, j'ai perdu du temps. Vraiment, je suis impatient de venir parce que je trouve que c'est un super truc. J'ai suivi tes vidéos. On est en train de préparer un gros événement. Ça va être un peu énervé ton histoire. Je pense. Voilà, peut-être un peu trop. Félicitations à toute l'équipe parce que franchement, d'organiser ça, franchement les amis, c'est du boulot et vous dormez peu la nuit parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Mais en tout cas, le but, c'était venez. de sortir des écrans. Donc le 13 juin, les 27 et 28 juin, évidemment. On est déjà plus de 2000, donc merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Allez sur le Substack de Nicolas Vidal, évidemment, pour retrouver toutes ces informations et le livre Un peuple en trop, ce peuple qui peut tout faire basculer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvez-nous en kiosque et sur nexus.fr avec le dernier numéro, sans pub, sans subvention, évidemment, sans milliardaire pour censurer tout ça. On vous dit à très bientôt les amis, très bonne soirée. Merci Nicolas. Merci beaucoup, à très vite. Marco. Bye bye, vive la démocratie. Salut les amis, ciao. Salut, ciao.